un débat. Je l'ai présenté comme un parcours et une réflexion subjective par rapport à cet objet. Peut-être. Alors je suis vraiment désolée. Alors, peut-être qu'on peut en parler après. Je pense aussi que cette dignité d'être, elle n'est pas liée uniquement à l'image que l'on offre de soi dans un rapport social, mais elle est aussi liée à quelque chose qui me semble vraiment important, c'est au respect de soi. Parce qu'on ne s'habille pas que pour plaire ou séduire, en tout cas un public ou ceux que l'on côtoie, mais pour se plaire, pour composer avec soi, pour s'aimer un peu, donc pour rester debout, pour rester digne. Et j'ai beaucoup de respect, par contre, pour, entre autres, ces personnes âgées, parfois en fin de vie avec beaucoup de difficultés de se déplacer, et qui continuent à se soucier de leur apparence pour rester en vie. Et la mode, c'est aussi, à mon sens, une manière de rester debout, ou en tout cas s'habiller, se vêtir, affronter le monde, rester digne. C'est une manière de prendre soin de soi. Jacques Socher a parlé de ça, c'est vraiment un sac pour prendre soin de soi. Et ici, j'ai envie de citer un beau texte de Gilles Collard, qui s'appelle « Il n'y a pas de revers à l'amour », et qui parle de ça. Je vais vous lire un extrait. « Dès l'enfance, je me suis habillée. J'ai le souvenir précis de magasins que je faisais avec ma mère, des pièces qui me plaisaient et avec lesquelles je voulais ressortir. Ça ne s'est jamais arrêté. Le mot, le vêtement, mes fidèles compagnons dans une recherche de style, d'élégance, d'une vie qui soit vécue. Et puis, évidemment, il y a l'amour. Mots, vêtements, amour. C'est le nuage de ces trois éléments qui m'habitent depuis l'enfance. Comment relie-t-on notre enfance, je l'ignore. De petits glissements nous fabriquent, et selon l'attention qu'on leur porte, se dessinent des orientations, un caractère, un tempérament. Moi, il me fallait croire en ce monde. Pourquoi celui-ci plutôt qu'un autre? Qu'est-ce qui nous retient de notre folie intérieure? Un vêtement, des mots, le corps aussi bien entendu, mais le corps, on l'habille, justement. S'habiller avec justesse. Alors, des mots, des vêtements, la beauté de l'un et de l'autre, comme, je dirais, un refuge, où on se loge quand la vie devient blessante, quand on est agressé comme je viens de l'être. La poupée de Marguerite, dans Les petites filles modèles, entre dans sa vie et dans la mienne avec son trousseau. Et c'est dans cette garde-robe miniature que je me réfugie tout en été, qui m'aide à m'évader d'une réalité insupportable et qui me sauve. J'ai 8 ans. Mes parents viennent de divorcer. Mais je ne l'apprendrai que plus tard. Avec ma mère et mon frère, nous passons un dernier été dans notre maison de campagne qui sera mise en vente dans quelques mois. Un immense salon vide, juste une table, 3 chaises et un pick-up sur lequel ma mère écoute les chansons les plus tristes de Brel. Elle est perdue dans ses pensées, elle ne sourit plus jamais. Nous n'avons pas revu notre père depuis longtemps. Je sens qu'il se passe quelque chose d'anormal, mais je ne parviens pas à le nommer, et personne ne m'en parle. Alors l'anxiété commence, je pleure toutes les nuits avant de m'endormir, sans savoir pourquoi. Jusqu'au soir où, avant d'éteindre la lumière, j'ouvre un roman de la comtesse de Ségur, et je tombe sur la liste de la garde-robe de la poupée de Marguerite. Marguerite était enchantée de sa jolie poupée et de son trousseau. Dans le tiroir d'en haut de la commode, elle avait trouvé un chapeau rond, en paille,
avec une petite plume blanche et des rubans de velours blanc. Une capote en taffetas bleu avec des roses pompons. Une ombrelle verte à manches d'ivoire, 6 paires de gants, 4 paires de brodequins, 2 écharpes en soie, un manchon, une pèlerine en hermine. Dans le second tiroir, 6 chemises de jour, 6 chemises de nuit, 6 pantalons, 6 jupons festonnés, 6 paires de bas, 6 mouchoirs, 6 bonnets de nuit, 6 cols, 6 paires de manches, 2 corsets, 2 jupons de flanelle, 6 serviettes de toilette, 6 draps, 6 thés d'oreiller, 6 petits torchons. Dans le troisième tiroir étaient toutes les robes et les manteaux, les mantelets. Il y avait une robe en mérinos écossais, une robe en popeline rose, une robe en taffetas noir, une robe en étoffe bleue, une robe en mousseline blanche, une robe en nankin, une robe en velours noir, une robe de chambre en taffetas lilas, un casaque en drap gris, une casaque en drap gris, une casaque velours noir, un talon en soie noire, un mantelet en velours gros bleu, etc. Est-ce l'opulence de la liste qui me rassure? La beauté de ces mots que je ne comprends pas, taffetas, talma, casaque, qui me fait rêver à un ailleurs heureux, me délivrant de l'ombre qui ne va tarder de s'abattre sur moi pour recouvrir le reste de ma vie. Je relis sans cesse cette litanie et me mets à halluciner. Je suis la poupée. Mes petits vêtements sont parfaitement rangés, je ne manque de rien. Je découvre le pouvoir des mots et des vêtements, celui de m'ouvrir des portes, non pas seulement d'une petite garde-robe, mais d'un monde parallèle, où tout est en ordre et à sa place. C'est un extrait d'un très beau livre qui vient de sortir, de Nelly Capriélan, que vous connaissez peut-être, puisqu'elle dirige les pages littéraires des Involutiles, et elle anime entre autres cette belle émission Le Masque et la Plume sur France Inter. La garde-robe, c'est un autre point qui m'intéresse depuis très longtemps, à la fois comme objet de pensée, mais aussi d'une façon sentimentale et fantasmatique. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. D'abord parce qu'il me semble que la garde-robe constitue l'antichambre de notre intimité, une espèce de révélateur, parfois très puissant, d'une vie possible, rêvée, oubliée. C'est aussi, à mon sens, les coulisses de la scène sur laquelle nous montons chaque jour. Coulisses où sommeillent tous les éléments qui vont nous permettre de composer le personnage que nous jouons. Je suis en forme, d'humeur légère, je vais porter un costume de Lolita, avec des couleurs vives, contrastées, peut-être justement un kilt. Je vais donner cours, je vais revêtir un costume de professeur, quelque chose de plus sobre, de plus masculin. Je dois rencontrer un amant, j'envisage la façon dont la soirée risque de se passer et je m'habille en conséquence. Et donc, notre garde-robe, c'est notre fidèle allié, c'est quelque chose de terriblement intime. En décembre 1912, la garde-robe de la plus secrète star du cinéma des années 20, Greta Garbo, composée de 800 pièces, est exposée durant 3 jours à Los Angeles et vendue aux enchères. Et Nelly Capriélan se rend à cette vente, d'où le livre qu'elle a écrit. Puisque dans la matinée du 15 décembre 1912, elle acquiert le vêtement rouge vif, le manteau rouge vif de Greta Garbo, l'O 492, manteau rouge qu'elle porte ici. Col monacal, 3 gros boutons, ample, une laine bouclée rouge cerise. En 1956, Garbo était passée devant une boutique dans une rue de Manhattan. Elle avait remarqué son manteau en vitrine et il était venu essayer. Et puis en fait, elle ne le portera qu'une seule fois, car il a attiré trop l'attention sur elle et qu'à cause de lui, les gens la reconnaissaient et venaient l'accoster, ce qui la dérangeait. 60 ans plus tard, un de ses neveux met en vente aux enchères sa garde-robe et une poignée d'initiés se déplace à Los Angeles afin de participer à cette vente. Pourquoi? Pose comme question Nelly Capriélan. Par amour, pour acquérir un morceau de cette femme qu'ils aimaient. Elle écrit plutôt, ce qu'il y avait d'émouvant. C'était cette tension affective qui parcourait la salle, qui n'avait rien à voir avec l'idolâtrie. Il ne voulait pas acquérir un objet de sa garde-robe pour la vénérer, mais pour la chérir,
parce que cette femme, un instant de leur vie, en apparaissant sur le grand écran, les avait rendus heureux. Alors, on sait que Greta Garbo a arrêté le cinéma, la moitié de sa vie, elle a arrêté le cinéma, elle l'a passé loin des caméras, et curieusement, elle a continué à entretenir cette image, pour elle-même et pour son cercle. Elle vivait dans un appartement très luxueux, entouré de très beaux objets, et continuant à se vêtir auprès des grands couturiers. Et ce que l'on sait, et qui a été révélé lors de cette vente, c'est qu'elle a acheté des dizaines et des dizaines de robes qu'elle n'a jamais portées. Et donc, elle les achetait, et ceux qui la connaissaient très bien, quelques amis, disaient « mais on ne l'a jamais vue en robe, elle n'a jamais mis une de ses robes. » Donc pourquoi s'acheter des robes par dizaines et ne pas les porter? Plusieurs réponses sont possibles. Alors, est-ce que c'était pour devenir peut-être potentiellement la femme qu'elle aurait rêvé d'être, pour avoir une vie qu'elle n'avait pas, une vie rêvée, qui se déroulerait peut-être dans un film, qu'elle ne tournerait plus, où elle se mettrait elle-même en scène, pour continuer à se mettre en scène, ou pour correspondre à une image, une femme qu'elle aurait rêvé d'être? On ne sait pas. Une autre année importante pour moi, c'est 2002. Ma mère vient de mourir, et je suis confrontée comme, on l'est tous, à un moment donné, à ce qu'il reste de sa vie. Que reste-t-il d'un mort, d'une morte, une fois que la vie est passée? On va dire que ce qu'il reste, c'est les sensations, les émotions, les souvenirs, tout ce qui fait qu'on est ce qu'on est aussi. Mais matériellement, concrètement, qu'est-ce qu'il reste? Et il y a ce moment étrange où, pour les proches ou les survivants, on découvre l'intimité de l'autre. L'appartement ou la maison vide avec ses meubles, le contenu des armoires, les objets qui sont devenus tellement tristes parce qu'ils sont ou dérisoires, parce qu'ils sont abandonnés. Et puis il y a aussi la garde-robe. Et ma mère, elle n'était pas Greta Garbo, elle n'était pas une femme illustre, mais c'était ma mère. Et découvrir sa garde-robe, ça a été pour moi vraiment quelque chose de bouleversant. Comme si je découvrais, en fait, son être intime et social. Et j'ai pensé aussi son corps ultime. Donc ce corps qui restait après elle, puisqu'elle n'était plus là. Et il y avait ses vêtements que je connaissais, puisqu'elle les avait portés, je l'avais vu, j'avais vu ma mère avec ses vêtements. Et puis il y avait tout ce que j'ai découvert, qu'elle ne portait plus. Tout ce qu'elle avait acheté et pas porté. Tout ce qu'elle avait gardé de sa jeunesse, conservé. C'est-à-dire son histoire à elle, sa vie, ses secrets. En 68, elle avait 20 ans. 1968. Elle coupe ses cheveux très courts. Elle a toujours eu des cheveux très très courts à la Mia Farrow. Et dans sa garde-robe, je trouve des pièces de ces années-là. Des mini-jupes, des vestes 3/4 d'un brun. Donc je me souviens, parce qu'il me semble que j'ai un souvenir de ça quand j'étais enfant. Des chemisiers en lin avec des grands cols, des foulards André Courrèges, des robes chasubles. Tout était trié, rangé, aligné. Beaucoup de vêtements étaient dans des housses en plastique, à l'abri du temps et hors du temps. Dans sa garde-robe, mais aussi elle ne les portait plus. Et puis, il y avait un nombre impressionnant de chaussures. Chaussures neuves, jamais portées, enfermées dans des boîtes, en attente. Des chaussures de tous les prix, pour toutes les saisons. Des sandales, des escarpins, des boots, des bottons de cuir, en daim, des bottines à lacets. Mais peut-être qu'on peut en discuter après. Non. Oui. Donc, cette interrogation par rapport à cette garde-robe que je découvrais et qui révélait ce qui me semblait être son corps ultime, c'est-à-dire ce qui lui survivrait, tout ce qu'il avait constitué, tout ce qu'elle avait porté pendant la cinquantaine d'années de sa vie. Alors en 2005,
je me rends à la Biennale de Venise et je découvre une artiste que je ne connais pas, qui est Miyako Ishushi. Elle représente le pavillon japonais et je suis interpellée par son travail et par la résonance qu'il trouve en moi. Elle expose de grands tirages photographiques représentant pour la plupart des sous-vêtements et des accessoires féminins extrêmement personnels. Donc ce sont des grands tirages. Au premier abord, quand je suis rentrée dans l'exposition, on peut penser à des objets qui peuvent être presque des objets érotiques. Et puis on découvre le titre de la série qui s'appelle Mothers, Traces du futur. Donc on comprend qu'il s'agit de vêtements et d'accessoires qui ont appartenu à sa mère. Alors c'est une artiste qui est... je vais vous montrer. Bien que maintenant. Et donc, qui ont appartenu à sa mère. Et qu'elle choisit de photographier. Alors pourquoi est-ce que je vous montre ça? Parce qu'évidemment, et pourquoi ça m'a interpellée? Parce que ça faisait évidemment résonance avec ce qui m'avait interpellée quand moi-même j'avais été confrontée à la découverte de la garde-robe de ma mère. C'est une artiste qui s'intéresse beaucoup à tout ce qui est cicatrices, traces du temps, la trace que peut laisser le temps, et notamment sur les lieux. Elle était à l'origine designer textile, et dans les années 70, elle décide de devenir photographe sur le tard, et entre autres, je dirais de manière circonstancielle, puisqu'elle veut revenir dans une ville, la ville où elle a vécu quand elle était enfant, la ville de Yokosuka. Et elle se rend, elle dit, c'est une ville qui l'a beaucoup marquée, et elle se rend à Yokosuka, qui était une ville où s'était établie une garnison de marins qui faisait vivre la ville. Et elle se rend notamment dans un quartier et une rue en particulier qui lui était interdite quand elle était enfant parce que c'était une rue réservée au bordel. Et c'était un endroit où elle ne pouvait pas aller, où il était interdit d'aller. Et elle s'y rend et elle fait une série de photos que je trouve assez intéressantes et qui m'ont aussi bouleversée sur la trace que peut laisser le temps sur un lieu, dans un lieu. Je vous en montre deux. Et ce qui me frappe quand je vois ça, parce que j'ai fait des recherches après avoir vu les photos de son exposition, c'est la similitude et les connexions qu'il peut y avoir avec le vêtement, et notamment avec les vêtements qu'elle photographie. Alors par ailleurs, en visitant l'exposition, d'autres photos sont exposées conjointement, des photos de corps, notamment ici, et je ne sais pas si vous voyez, des photos, des fragments de corps. Et on se rend compte, c'est très violent, et on se rend compte que ça fait partie de l'exposition, donc ce sont des fragments du corps de sa mère. Et qu'en réalité, sa démarche, ça a été, elle a d'abord fait les photos, les fragments du corps de sa mère, elle a photographié des gros plans du corps de sa mère, mais des gros plans meurtris, des gros plans marqués notamment par des brûlures ou par des cicatrices, comme tout son travail. Elle a énormément photographié des corps meurtris. Et elle les associe à ses vêtements, ses accessoires. Et donc il y a quelque chose là qui devient, pour moi, est devenu très bouleversant, parce que d'une certaine manière, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée, dans la mesure où ces vêtements, ces accessoires qu'elle photographie, qu'elle associe à des corps, à ces corps blessés, eh bien, ça devient comme des sculptures. Ça devient quelque chose à la fois de très humanisant et de très déshumanisant. Et surtout par rapport au corps. Mais les vêtements aussi, le fait qu'elle ait photographié des vêtements qui sont extraits de leur valeur d'usage, qui sont extraits de leur temporalité. Pour citer Maurice Blanchot, qui aurait dit « ces vêtements se ressemblent », c'est-à-dire ressemblent à eux-mêmes hors de leur valeur d'usage, hors de leur temporalité, hors de la manière dont on peut les utiliser au quotidien. Oh, je suis désolée, mais je vais m'arrêter ici, j'avais une conclusion, mais je vais m'arrêter ici. Non.
Mais sa mère est morte, brusquement. Et elle se retrouve donc confrontée à ce à quoi j'ai été confrontée, c'est-à-dire à faire de ses affaires, des affaires de sa mère. Et elle se dit dans un premier temps, je vais tout brûler. Comme le corps que j'ai brûlé, le corps de ma mère qui est parti en fumée, je vais les brûler. Et elle n'arrive pas à le faire, c'est insoutenable. Et donc elle fait des photographies. Et elle fait des photographies pour se défaire de ses vêtements, pour se défaire de ce qui l'a trop marqué. Et en même temps, elle dit, en faisant des photographies, je donne à ces vêtements une aura, qui est quelque chose qui les dépasse, qui les, d'une certaine manière, qui les sublime, qui les rend magnifiques et bouleversants. Et en même temps, elle dit, il y a quelque chose qui... je ne pouvais pas les porter. Par exemple, moi je me suis demandé, est-ce que je vais porter les vêtements de ma mère? C'est très très compliqué, de porter les vêtements de quelqu'un qui était très proche. Et elle raconte, dans un entretien, elle dit, je trouve que les vieux kimonos sont effrayants. Ils gardent toujours la trace de l'odeur du corps de leur premier propriétaire. C'est aussi quelque chose qui m'a frappée dans la garde-robe de ma mère, c'est l'odeur, son odeur, qui étonnamment persiste. L'odeur de quelqu'un, c'est quelque chose de très particulier. Et elle dit non seulement l'odeur des personnes, mais en quelque sorte leur aura. Vous pouvez vous débarrasser de l'odeur en les aérant, en les lavant, mais ça n'aura aucun effet sur l'aura. Tout ce que vous drapez sur votre corps est en fait une seconde peau, de sorte que pour moi, porter ce kimono que quelqu'un d'autre avait porté avant, c'était comme porter la peau de quelqu'un d'autre. Oui, parce qu'elle relate le fait qu'une des prostituées lui allait bien kimono avant de mourir et qu'elle ne pouvait pas le porter parce que ce vêtement portait cette aura. Et elle dit aussi, et quelque chose auquel je crois beaucoup, c'est que le corps perpétuellement exposé au dehors, on est tenu à part que par une couche de peau qui divise le royaume de l'intérieur et celui de l'extérieur. Et c'est aussi ce qui divise le reste du monde de moi-même. Alors quand un événement imprévisible survient et l'ouvre par effraction pour un instant, l'intérieur et l'extérieur se mêlent. Et après avoir accompli une variété d'exploits, la cicatrice qui survient incorpore l'esprit d'un souvenir qui ne va plus s'évanouir. Et là, elle parle entre autres d'une très belle série, mais qu'elle continue à faire, sur les cicatrices. Elle a beaucoup photographié les cicatrices. Et je vais terminer, il y a plein de choses que je voulais dire, mais ça devient trop compliqué. C'est que la parure, le vêtement, qui est la manière dont on se parle, est une limite,